Sinon, écoutez, je vous propose qu'on démarre et que je laisse la parole au docteur Agnès Salé. Donc, bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Merci Anne-Cécile. Alors, je ne peux pas partager l'écran. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Charles, est-ce que tu peux, s'il te plaît, remettre Agnès Salé en co-hôte? On avait fait des tests, mais... Oui, je suis plus invitée. Ça ne marche pas. J'essaye. D'accord, tu me dis. Ça y est, c'est bon normalement. C'est bon pour vous? Allez-y, vous pouvez partager votre écran, ça va fonctionner. Cliquez dessus. C'est ce que j'ai fait. Vous avez cliqué sur partager votre écran? Partagez l'écran en bas. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et ça y est, vous avez cliqué sur le PowerPoint? Oui, alors attends, parce que là, si je ferme ça, c'est bon là? Ça va arriver. Là, c'est bon. Ça y est, super. Bon. Oui, c'est bon, on voit. Très bien, excusez-moi. Donc, bonjour à tous. Merci pour de l'invitation. Donc, effectivement, pour introduire le sujet, je vais vous reparler des critères diagnostiques de la dénutrition qui ont été publiés en octobre 2019. Et puis, faire un petit focus sur la place de la composition corporelle, puisque ça fait partie des nouveaux critères phénotypiques. Alors d'abord, pour resituer les choses, qu'est-ce qui change par rapport à 2007 ? Eh bien, c'est déjà qu'il y a les enfants, les populations concernées, puisqu'il y a des critères pour l'enfant, et on va retrouver les critères pour l'adulte de moins de 70 ans. Par contre, pour le sujet âgé de plus de 70 ans, les critères seront déterminés et publiés en janvier 2021. Il y a encore un groupe de travail sur ceci. Alors, pourquoi des nouveaux critères? C'est parce qu'il y avait quand même des limites à ceux de 2007. Et pour voir ces limites, eh bien, on va regarder les critères du sujet âgé de plus de 70 ans, puisque ce sont toujours ceux qui sont d'actualité. Donc, pour poser le diagnostic de dénutrition en 2007, on demandait la présence d'au moins un critère phénotypique et il n'y avait pas de critère étiologique. Et on distinguait en fait la dénutrition et la dénutrition sévère. Donc, je vous rappelle, pour le sujet âgé, perte de poids supérieure ou égale à 5% en un mois ou supérieure ou égale à 10% en 6 mois, un indice de masse corporelle inférieur à 21, une albuminémie inférieure à 35 grammes par litre ou un MNA global inférieur à 17. Donc, il suffisait d'avoir un de ces critères pour parler de dénutrition. Et quand on voulait grader cette dénutrition, on parlait de dénutrition sévère pour une perte de poids supérieure ou égale à 10% en un mois ou supérieure ou égale à 15% en 6 mois, un IMC inférieur à 18 kg par mètre carré ou une albuminémie inférieure à 30 grammes par litre. Donc ça, c'est ce qui reste valable pour le sujet âgé actuellement. Et les objectifs des critères de 2019, c'était en fait d'être plus général, donc bien sûr de définir la dénutrition, mais également de déterminer les critères permettant de diagnostiquer une dénutrition, de déterminer des critères qui permettent de préciser la sévérité de la dénutrition et d'améliorer le diagnostic en utilisant des outils adaptés. Alors, pour la base de la réflexion, en fait, c'était de tenir compte des recommandations des experts du GLIM. Et donc, c'était d'associer des critères dits phénotypiques à des critères dits étiologiques. Donc, le GLIM, lui, il retient 5 critères. La perte de poids non volontaire, la diminution de l'IMC, la réduction de la masse musculaire,
la diminution des apports alimentaires ou de l'absorption et la présence d'une maladie ou d'une inflammation. Donc, en tenant compte de ces recommandations, voici les critères qui ont été retenus pour définir la dénutrition de l'enfant et de l'adulte de moins de 70 ans. Donc, on va commencer par l'enfant. Donc, la différence, c'est qu'il faut qu'il y ait à la fois un critère phénotypique, comme avant, mais aussi un critère étiologique. Donc, pour l'enfant, on va parler de dénutrition. Si on a une perte de poids supérieure ou égale à 5% en un mois, ou supérieure ou égale à 10% en 6 mois, ou supérieure ou égale à 10% par rapport au poids habituel avant le début de la maladie. Ou bien si on a un IMC qui est inférieur à 18,5 sur la courbe IOTF, ou si on a une stagnation pondérale qui aboutit à un poids situé à 2 couloirs en dessous du couloir habituel de l'enfant sur la courbe de poids, ou enfin si on a une réduction de la masse et ou de la fonction musculaire, bien sûr quand il y a des normes disponibles et ou des outils disponibles pour les tester. Et les critères étiologiques, donc une fois qu'on a notre diagnostic sur le critère phénotypique, on recherche le critère étiologique qui peut être soit la réduction de la prise alimentaire de plus de 50% pendant plus d'une semaine, ou toute réduction des apports pendant plus de 2 semaines par rapport à la consommation alimentaire habituelle quantifiée, ou par rapport aux besoins protéino-énergétiques estimés. Autre critère étiologique, ça peut être une absorption réduite du fait d'une malabsorption ou une maldigestion, ou alors une situation d'agression donc qui va entraîner un hypercatabolisme protéique avec ou sans syndrome inflammatoire que l'on peut observer en cas de pathologie aiguë ou de pathologie chronique évolutive ou de pathologie maligne évolutive. Et ensuite, eh bien, on passe aux critères de sévérité de la dénutrition. Et donc, c'est basé sur les critères, bien sûr, phénotypiques. Et on va distinguer la dénutrition modérée et la dénutrition sévère. Modérée, quand la courbe est comprise entre 17 et 18,5 pour l'IMC, selon la courbe IOTF, ou la perte de poids supérieure ou égale à 5% et inférieure à 10% en un mois, ou entre 10 et 15% en 6 mois par rapport au poids habituel avant le début de la maladie. Ou quand on a une stagnation pondérale qui va aboutir à un poids qui est situé entre 2 et 3 couloirs en dessous du couloir habituel. Et la situation la plus grave de dénutrition sévère va être définie par un IMC inférieur ou égal à la courbe IOTF 17, une perte de poids supérieure à 10% en un mois ou supérieure strictement à 15% en 6 mois par rapport au poids habituel avant le début de la maladie, ou une stagnation pondérale qui aboutit à un poids qui va être situé au moins 3 couloirs en dessous du couloir habituel, ou alors un infléchissement statural par rapport à la taille habituelle avec la perte d'au moins un couloir. Voilà pour l'enfant. Pour l'adulte de moins de 70 ans, on a le même principe avec un critère phénotypique plus un critère étiologique qui est nécessaire au diagnostic. Donc, on va parler de dénutrition sur les critères phénotypiques dès qu'on a une perte de poids supérieure à 5% en un mois ou supérieure ou égale à 10% en 6 mois ou supérieure ou égale à 10% par rapport au poids habituel avant le début de la maladie, ou un IMC inférieur à 18,5, ou une réduction quantifiée de la masse et ou de la fonction musculaire. Et on reviendra sur ce dernier critère tout à l'heure. Les critères étiologiques sont les suivants. On retrouve les mêmes que chez l'enfant, la réduction de la prise alimentaire supérieure ou égale à 50% pendant plus d'une semaine ou toute réduction des apports pendant plus de 2 semaines par rapport aux besoins protéino-énergétiques estimés ou à la consommation alimentaire quantifiée, l'existence d'une absorption réduite par malabsorption ou maldigestion, ou une situation d'agression qui entraîne cet hypercatabolisme, que ce soit en cas de pathologie aiguë ou chronique évolutive ou de pathologie maligne évolutive. Et comme pour l'enfant, on distingue après des critères de sévérité basés sur les critères phénotypiques. Donc, on va parler de dénutrition modérée si l'IMC est compris entre 17 et 18,5, ou si la perte de poids est supérieure ou égale à 5% en un mois ou supérieure ou égale à 10% en 6 mois
ou supérieur ou égal à 10% par rapport au poids habituel avant le début de la maladie, ou si on a une albuminémie qui va être comprise entre 30 et 35 grammes par litre. Et on va parler de dénutrition sévère si l'IMC est inférieur à 17 kg par mètre carré, si la perte de poids est plus importante, donc supérieure ou égale à 10% en un mois, ou supérieure ou égale à 15% en 6 mois, ou supérieure ou égale à 15% par rapport au poids habituel avant le début de la maladie, ou si l'albuminémie est inférieure à 30 grammes par litre. Et donc, on va un peu s'attarder sur le nouveau critère phénotypique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait y revenir, c'est réduction quantifiée de la masse et ou de la fonction musculaire. En effet, eh bien, le poids, en fait, ça ne dit pas tout, puisque vous savez que notre poids, c'est constitué de différents compartiments. Pour faire simple, on a l'eau totale, le contenu minéral osseux, et puis, ce qui nous intéresse, la masse graisseuse et la masse protéique, donc le muscle. On peut voir sur le petit schéma à côté que, bon, là, on n'est pas dans la dénutrition, mais si on a deux patients qui ont le même poids, la même taille avec le même IMC, par exemple 30,9, on en a un qui est sédentaire, il a 35% de masse grasse, et l'autre qui est un athlète qui n'a que 5% de masse grasse. Et donc, forcément, la masse musculaire elle va être également différente. Notre sédentaire, il a que 20% de muscle et l'athlète, 70% de muscle. Donc, ça veut bien dire que le poids ne dit pas tout. Et en fait, il va falloir différencier la dénutrition de la maigreur. Donc, la maigreur, hein, ce n'est pas une maladie, il y a des maigreurs constitutionnelles, ça va être une perte de masse grasse avec une masse musculaire conservée, donc un état de santé préservé. Alors que la dénutrition, elle se caractérise par une perte de masse musculaire qui va donc entraîner des maladies, puisque cette fonte de masse musculaire va avoir des répercussions sur différentes fonctions essentielles, notamment la force musculaire, mais également l'immunité, la cicatrisation. Il va donc y avoir plus d'infections, avec également des risques de chute, des troubles de l'humeur. Et on sait que le décès va survenir quand la perte de masse musculaire, masse protéique, excède 50% de la masse protéique totale. Et on se rapproche de là du concept de sarcopénie qui a été défini par le consensus européen en 2010, qui associe une réduction de la masse musculaire définie soit par DEXA ou BIA, on y reviendra, à un des deux critères suivants, qui est la force musculaire diminuée, force de préhension, ou la performance physique diminuée, donc la vitesse de marche. Et en fait, ce que nous disent les nouvelles recommandations et les nouveaux critères de la dénutrition, eh bien, c'est qu'on va essayer de quantifier cette diminution de masse ou de fonction musculaire. Et pour cela, ils nous proposent différents outils et des normes. Et donc, ça va du plus simple au plus compliqué, comme vous pouvez le voir. Donc, la première ligne, c'est la force de préhension avec un dynamomètre. Et donc, on a des critères chez l'homme et chez la femme. Donc, ça peut être vraiment utilisé en pratique clinique, c'est simple. De même que le test de 6 minutes. Ah, ça ne marche pas. Voilà. Le test de 6 minutes marche si on a un patient qui peut marcher. Et on a après des outils beaucoup plus sophistiqués. Vous voyez ici qu'on nous parle en troisième ligne de l'indice de surface musculaire en L3 avec le scanner ou l'IRM. Donc déjà, on ne va pas avoir tout ça à portée de main. Ça nous donne effectivement un moyen de quantifier la masse musculaire. Ici en rouge, vous voyez la différence entre quelqu'un qui a perdu sa masse musculaire et qui a plein de gras par rapport à quelqu'un qui a une masse musculaire conservée. On a également en dernière ligne la masse musculaire appendiculaire qui va être déterminée par la DEXA, qui là nous permet de voir la répartition segmentaire de la masse musculaire. Et puis peut-être plus simplement, mais avec moins de fiabilité au final, un outil plus simple, l'impédance-mètre, qui va nous permettre de déterminer l'indice de masse non grasse, hein, le Free Fat Mass Index, avec différents critères qui permettent de définir le statut en masse musculaire. Donc voilà tous ces outils à s'approprier et à avoir peut-être à disposition. Je pense que le dynamomètre, ça sera la chose la plus simple.
Donc, en conclusion, on a une approche plus globale et plus fonctionnelle avec ces nouveaux critères qui n'est pas centrée uniquement sur le poids et qui ne se limite pas à une approche nutritionnelle et diététique, mais qui prend en compte la fonction musculaire qui est essentielle pour définir l'état de santé et qui va donc intégrer l'activité physique dans la prise en charge. Je vous remercie pour votre attention. Merci Agnès. Alors, voilà. Est-ce que vous avez maintenant des questions à poser à Agnès Salé? Je vois que là, sur le chat, on n'a pas de questions. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez en levant la main. Alors, il y a une question. Oui, je la vois. Tu la vois. Donc, On on ne ne parle pas de la... CRP avec l'albuminémie. Peut-on s'en passer? Enfin, c'est parti, mais je crois que c'était ça la fin de la question. Oui. Alors, en fait, on ne parle même pas de l'albuminémie dans les nouveaux critères. On n'en parle que pour la sévérité. Et c'est vrai que c'est une grosse discussion. Est-ce que on... Enfin voilà, en fait, il y a la dénutrition endogène liée à la diminution, à l'augmentation des dépenses énergétiques qui vont être liées à l'inflammation. Et donc, on considère que la CRP, c'est un facteur de dénutrition endogène. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas adapter l'albuminémie sur la CRP et que l'on considère que si l'albumine est basse, même si c'est à cause d'une CRP augmentée, il faut en tenir compte en tant que tel. Je ne sais pas si je suis très claire dans ma réponse. Les personnes peuvent reprendre la parole si elles souhaitent répondre à Agnès Salé. Donc, si, merci, j'ai vu. D'accord. Donc là, vous avez d'autres questions, Agnès. Il y a le docteur Adam Girka qui vous pose une question. Alors, ah oui, j'ai mis sur le côté. Alors, attendez. Quelle technique d'évaluation de la masse musculaire utilises-tu en pratique quotidienne? Alors, moi, j'utilise un impédance-mètre multifréquence. Je n'utilise pas du tout une balance impédance-mètre et j'utilise l'équation de Johnson parce qu'elle est validée sur des IMC assez larges, y compris chez les sujets âgés. Donc, j'utilise la résistance à un courant alternatif de 50 kHz et l'équation de Johnson. Alors, il y a une question d'Alice Le Carré là, par rapport à une intervention du professeur Fontaine de cet après-midi. Oui, alors le test de 10 secondes pour faire 10 mètres, il ciblait les personnes âgées, mais est-ce valable pour tous? Moi, je ne sais pas. C'est vrai qu'on connaît le test de 6 minutes marche, mais le reste, je ne sais pas. Peut-être pour compléter sur cette question, j'ai eu l'occasion de voir la conférence aussi, et ça va compléter avec ce que je vais dire dans les minutes qui viennent, mais le test de marche qu'évoquait le docteur Fontaine, c'est plutôt une référence de la barrière de la limite d'être inférieure à 0,8 mètres par seconde. Donc, autrement dit, sur un couloir de 10 mètres, distance de 10 mètres, une personne qui met plus de 8 secondes, voilà, donc ça veut dire qu'elle est en dessous des 0,8 mètres secondes en vitesse de marche. Et donc là, on est sur un critère qui montre voilà, une dénutrition, enfin qui peut participer à établir le diagnostic de dénutrition. Donc oui, pour moi, c'est à tout âge, hein, c'est 0,8 mètres par seconde. Donc sur 10 mètres, mettre plus de 8 secondes, on est en dessous de ce critère. D'accord. Alors, une autre question. On ne fait donc plus d'albumine corrigée? Eh bien non, en plus, il n'y a pas d'ABAC pour corriger l'albumine. Il y a des choses qui sont sorties et puis après, c'est un petit peu selon l'habitude. Mais vraiment, les nouvelles recommandations, c'est de tenir compte de l'albumine et de ne pas la corriger. Mais c'est très discuté, hein. Tout le monde n'est pas d'accord.
Donc, j'ai l'impression que c'est la fin des questions pour l'intervention du docteur Salé. Merci. Merci Agnès pour votre intervention. Et donc, je propose qu'on passe à l'intervenant suivant, docteur Pierre Caillot de l'Astral Nutrition. Merci Cécile. Bonsoir à tous. Donc effectivement, ça enchaîne bien avec la fin de la présentation d'Agnès qui évoquait l'activité physique dans les nouveaux critères, en tout cas la condition physique. Simplement avant de rentrer dans le sujet là, de l'activité physique pour les minutes qui viennent, j'ai vu que certains d'entre vous ont participé à la webconférence qui avait lieu au niveau national cet après-midi et l'ensemble des membres du collectif ont souligné certes l'activité physique, mais aussi ce qu'ils appellent la santé orale, la santé bucco-dentaire. On n'aura pas l'occasion d'en parler ce soir, mais ça fait bien partie intégrante à la fois de la prévention et de la prise en charge de la dénutrition. Et faire bouger quelqu'un si en même temps il ne peut pas manger parce qu'il n'a pas les dents et la santé orale, comme c'est dit, qui est satisfaisante, ça n'aurait pas de sens. Donc on a bien cet élément-là en tête aussi. Alors, pour bien avoir en tête cette vision-là d'ensemble des mondes, et pas uniquement pas que le sport, évidemment. Et puis que toutes ces bulles-là sont évolutives au cours de la vie. Voilà, si on découvre une maladie chronique, si on est en arrêt de travail, en arrêt maladie, eh bien, ces différentes sphères vont évoluer et on va avoir un peu plus de temps à consacrer aux différents types d'activités physiques. Toutes sont très bonnes et toutes sont à prendre en compte. Donc, on va devoir rentrer dans le quotidien des gens pour savoir ce qu'il y a d'améliorable au niveau de leur activité physique et dans quel domaine, en ce moment, c'est plus facile pour eux d'augmenter leur niveau d'activité physique. Deuxième point important que je voulais vous souligner, c'est cette vision-là, c'est-à-dire que quand on parle d'activité physique, ce n'est pas que la motivation des gens, c'est un point intéressant, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres déterminants qui vont venir influencer l'activité physique. Et donc, voilà, il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez pas la main en tant que professionnel, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas les explorer, parce que c'est un déterminant. Voilà, si l'urbanisme dans la ville ne permet pas de bouger, eh bien, ça évite de se tromper dans les conseils qu'on va donner et on peut s'adapter et partir sur autre chose. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la main sur les sphères les plus larges qu'il ne faut pas les questionner, bien au contraire. Alors, quand on dit bouger, c'est vraiment le message de bouger plus. Je vous ai mis les notions de 30 minutes d'activité physique par jour. Donc, ça, c'est pour les adultes, quel que soit l'âge. On est sur 60 minutes chez les enfants. L'activité physique d'intensité modérée, c'est marcher d'un bon pas, marcher, globalement, être légèrement essoufflé, mais pouvoir parler. 5 fois par semaine, avec en associant à ça du renforcement musculaire, des exercices d'équilibre et de souplesse. Ça, c'est vraiment des recommandations très, très génériques. Mais lorsqu'on est avec une personne, c'est vraiment de partir de là où elle est et d'aller un petit peu plus loin avec elle, progressivement de l'amener étape par étape à faire un petit peu plus. Et après, le chemin qu'elle va prendre, hein, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça va dépendre des sphères dans lesquelles elle va vouloir augmenter son activité physique. Donc, on va l'accompagner après au cas par cas. Donc, on quitte un peu cette notion de 30 minutes pour vraiment l'accompagner, qui n'est pas un cut-off, hein, ce n'est pas un seuil d'efficacité. Bien au contraire, tout ce qu'on va faire un petit peu en plus va être efficace et va être important. L'idée étant bien entendu d'aller de succès en succès et donc de se mettre dans les meilleures conditions. Ça ne sert à rien de mettre une barre trop haute si c'est pour échouer et être dans une impasse d'un point de vue thérapeutique. Un message important associé à l'activité physique qu'on oublie souvent, c'est la notion de sédentarité qui a des effets différents sur la santé que l'activité physique. La sédentarité, c'est tous les moments où on va être assis en fait dans sa journée, en dehors du sommeil, bien évidemment. Et donc là, c'est de réduire le temps total passé en position assise tous les jours et puis d'interrompre les temps prolongés. Alors pour le moment, il n'y a rien de très défini, mais on est parfois sur interrompre les moments au-delà d'une heure, au-delà de 2 heures. Voilà, on va garder cette idée-là de toutes les 2 heures, au moins se lever et marcher 3-4 minutes. Donc, limiter les temps prolongés en position assise. C'est un message important. Alors, pour revenir vraiment au sujet des liens entre l'activité physique et de la dénutrition, ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse ce soir. Alors, il y a un peu quelque chose de contre-intuitif, c'est que le fait de bouger, en fait, ça ne va pas accélérer l'amaigrissement. Bien au contraire, on peut avoir cette tendance de se dire on bouge pour maigrir, et puis là, les gens sont maigres, pourquoi on les ferait bouger encore plus? Non, il faut bouger parce qu'un muscle qui ne bouge pas, c'est un muscle qui s'atrophie. Et un muscle qui s'atrophie, c'est énormément de masse globale qui diminue, et donc c'est une répartition, on va le voir tout à l'heure, qui est différente.
ce sera ma seule diapositive un petit peu compliquée. Vous avez tout à gauche un graphique qui concerne les patients plutôt jeunes et à droite un graphique qui concerne les patients plus âgés. Et donc, quand on regarde la troisième colonne de ces deux graphiques, elle concerne les gens qui ont un indice de masse corporelle inférieur à 16. Et vous voyez que la répartition chez les jeunes, en fait, on va être sur une perte globalement par rapport à quelqu'un qui a un IMC un peu plus haut, on va être essentiellement sur une perte de masse grasse. Et alors que chez les personnes ici qui est en clair, alors que chez la personne âgée, vous voyez que c'est essentiellement la masse musculaire ici en noir qui diminue. Donc on va être sur une répartition corporelle totalement différente que soit chez un jeune ou chez une personne âgée qui est dénutrie. Donc ça veut dire en termes d'après on ne va pas rentrer dans les détails, mais en termes biochimiques, en termes de le tissu musculaire et les tissus adipeux n'ont absolument pas les mêmes propriétés. Donc il va falloir contenir cette diminution de masse musculaire et qui naturellement diminue avec l'âge, mais on peut la ralentir et on peut la maintenir par la pratique d'une activité physique régulière. Alors l'activité physique, dans le cadre de la dénutrition, ce que je vous disais, voilà, ça permet de maintenir sa force musculaire, ça permet de préserver l'autonomie des personnes, élément très très important. Ça permet de stimuler l'appétit, même si des recherches doivent encore être menées pour vraiment consolider cette information-là, mais bouger permet par différents mécanismes hormonaux, permet de stimuler l'appétit des gens. Et puis, ça permet de maintenir une qualité de vie optimale. Alors, l'activité physique, dans le cadre de la dénutrition, c'est à la fois pour la prévenir, cette dénutrition, et puis à la fois, comme le disait le docteur Salé, pour la prendre en charge. Parce qu'en fait, l'activité physique va venir potentialiser les effets de la prise en charge nutritionnelle au sens des compléments nutritionnels oraux et de l'enrichissement lorsqu'on est dans la prise en charge. Donc, ça va vraiment venir potentialiser ces effets-là pour permettre une prise de poids de la personne. Voilà, je vous disais, des choses régulières, c'est vraiment cette idée-là qu'il faut avoir en tête. Bouger, quelqu'un qui fait une activité encadrée en collectif une fois par semaine, c'est très bien, bien au contraire. Mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir vraiment entrer dans une augmentation chaque jour de son activité physique. L'activité physique est un médicament du quotidien. Donc, il va falloir trouver des solutions dans le quotidien des gens et entrer dans cette complexité du quotidien pour voir ce qui est améliorable et aménageable dans leur quotidien. Alors, et maintenant, en fait, voilà, comment favoriser finalement le mouvement de vos personnes âgées, qu'elles soient pas dénutries, donc qu'on soit dans la prévention, ou qu'elles soient dénutries, eh bien, il va falloir réfléchir sur des petites astuces, des choses assez simples qui peuvent être faites par un ensemble de professionnels. Il y a des choses plus techniques qui peuvent être accompagnées par des kinésithérapeutes, par des enseignants d'activité physique adaptée, mais je crois que la prise en charge serait efficace si c'est soutenu par tout un ensemble de professionnels qui auprès des personnes dans leur quotidien, que ce soit les diététiciens, que ce soit les professionnels même du social. Donc ça, c'est comment finalement, sur mon temps de présence auprès de la personne, oui. Je pense que tu as un problème de connexion. Est-ce que tu peux couper ta caméra parce que ça coupe un petit peu quand tu parles? Désolée de t'avoir coupé. Et là, on t'entend. Si ça a coupé depuis un petit moment, vous pouvez me le dire en message? Non, c'était juste que c'était haché. Super. Bon, si je dois reprendre, vous me direz dans les messages. Donc voilà, comment favoriser le fait qu'une personne se lève de sa chaise plusieurs fois pendant une intervention, c'est déjà génial et elle ne l'aurait pas fait si vous ne lui aviez pas dit. Donc évitez un petit peu, bougez pas, je vais le faire pour vous, pour aller finalement un peu plus vite. Un petit astuce, on parle souvent des escaliers comme un formidable exercice, mais on pense souvent à les monter, ce qui peut paraître comme quelque chose d'assez impressionnant pour quelqu'un qui ne les prend pas. Et pourquoi on ne commencerait pas par les descendre, qui est un excellent exercice au niveau musculaire et qui paraît beaucoup plus envisageable pour les gens. Donc déjà, commencer par descendre des escaliers et puis on peut remonter avec l'ascenseur, pas de problème, pour les gens qui en ont à leur domicile ou qui habitent en appartement, évidemment. Évidemment, toute cette prise en charge-là vient questionner le temps de la prise en charge et le temps qu'on a auprès des gens. Et donc, il va falloir trouver dans son propre temps professionnel qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. C'est difficile, quelqu'un qui marche assez lentement, de lui proposer d'être actif et de se déplacer dans sa maison. On n'a pas forcément le temps pour le faire, il faut le reconnaître. Donc voilà, c'est trouver, selon son domaine de profession, les petits moments qui vont être possibles.
Donc voilà, à vous de jouer. Prenez quelques minutes, soit maintenant, soit après le webinaire, pour finalement réfléchir à des personnes, des situations de votre quotidien et quelles solutions seraient envisageables pour chacune de ces personnes. Et vous verrez que à chaque fois, ça va être différent compte tenu de ce qu'on vient de voir ensemble. Merci pour votre attention. Je suis disponible pour vos questions. Alors, Merci. Valérie, pardon, excuse-moi, Vas-y, je te passe la main. Je te passe la main. Merci Pierre pour ton intervention. Est-ce que vous aviez des questions? N'hésitez pas à les mettre sur le chat. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, On aura le temps de les voir tout à l'heure, hein, pas de problème. oui. Ok. Très clair, merci. Anne-Cécile, je te laisse introduire le Dr Jirka. Oui, donc notre troisième intervenant ce soir, c'est le docteur Adam Jirka, qui est praticien hospitalier au CHU de Nantes, service gastro-entérologie. Voilà, et qui va nous parler de parcours et de DNUT. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous remercie de rester fidèle jusqu'à cette heure tardive. Pendant cette semaine qui est chargée, qui n'a pas encore fini, on a encore, si je ne me trompe pas, c'est jusqu'à 17 ou 19, j'ai oublié. Mais bon, c'était une semaine bien chargée et ça continue. Et je vais vous donner quelques idées d'abord sur la dénutrition chez la personne âgée, sur l'épidémiologie. Et ensuite, on va parler un peu, et c'était quand même une chose importante, c'est l'application des NUT et qu'est-ce qu'elle propose et comment est-ce qu'elle peut nous aider. Donc, il est sûr que la dénutrition a des effets nocifs chez une personne âgée ou d'autres personnes, mais on sait que la dénutrition peut entraîner ou aggraver un état de fragilité ou dépendance, favorise la survenue des morbidités, est associée à l'aggravation du pronostic des maladies sous-jacentes et augmente le risque de décès. Donc, les conséquences sont graves. J'ai repris quelques chiffres de collectif de la lutte contre la dénutrition. Vous voyez que 4 à 10% chez les personnes âgées vivant à domicile sont dénutries. 40% des personnes âgées hospitalisées sont hospitalisées pour une conséquence de la dénutrition. Et 50% des personnes hospitalisées âgées sont dénutries. Donc, cette prévalence, je la remets encore une fois sur cette diapo, juste pour expliquer que finalement, on voit qu'au domicile, le pourcentage est le plus faible. Mais quand on se met dans la tête combien de personnes âgées vivent entre EHPAD, hôpital et domicile, c'est quand même la majorité qui vit à domicile. Et malgré que la prévalence est faible, en absolu, le chiffre est assez important. Alors, ce qui est important de se rappeler, qu'une personne âgée ne maigrit pas. L'amaigrissement ne fait pas partie du vieillissement. La composition corporelle change avec l'âge. Il y a plus de graisse, moins de muscles, mais il n'y a pas de perte pondérale dans le vieillissement. Alors, le déséquilibre entre apport et dépenses va provoquer une perte de poids, et on a vu que notamment la personne âgée qui perd du poids va perdre davantage de muscles et le risque de fragilité, dépendance augmente. Les facteurs de risque de la nutrition sont nombreux chez la personne âgée. Il y a des problèmes, on a parlé un peu de problèmes de dentition, de la santé orbucale. Il y a aussi des tabous alimentaires qui sont plus fréquents. De temps en temps, ils multiplient les différents régimes donnés par les médecins. La solitude, les troubles cognitifs, la perte d'autonomie. D'autre côté, on a polymédication ou polymorbidité. Et on a aussi d'autres problèmes qui sont finalement qui vient avec le vieillissement, c'est que le seuil du goût augmente, donc c'est-à-dire qu'il faut plus assaisonner les repas pour que le goût soit aussi prononcé que chez quelqu'un, chez un adulte. Et puis, bien sûr, le problème, c'est le rattraper une période aiguë pour une personne âgée, c'est extrêmement difficile. Donc, de remanger davantage, comme on fait nous après une grippe, par exemple, c'est pas tout à fait si facile pour une personne âgée.
il y a un phénomène dont Agnès Salé a déjà parlé, c'est la sarcopénie, qui est beaucoup plus prévalente en fait chez la personne âgée. La prévalence entre 13 et 24% chez la personne inférieure, dont un âge inférieur à 70 ans. Par contre, quasiment une personne sur deux, au-delà de 80 ans, présente une sarcopénie. Vous voyez en fait la différence entre la composition corporelle et vous voyez la masse musculaire en fait chez quelqu'un qui est âgé est largement inférieure par rapport à quelqu'un qui est jeune adulte. Il y a d'autres facteurs de risque en fait qui provoquent la sarcopénie. Ben, on a dit c'est vieillissement, la composition change, la dénutrition, inactivité, voilà le topo précédent, des problèmes au niveau des traitements ou des problèmes endocrino comme corticothérapie, et puis des maladies neuromusculaires, ce qui va de soi-même. Alors, quand on parle de la nutrition, en fait, chez la personne âgée, donc on dit, en fait, il faut regarder le frigo. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Et on sait que le manque de calories peut augmenter en fait le risque de syndrome de fragilité. Ça a été démontré dans des études. Et c'est pourquoi en fait les recommandations disent que pour une personne âgée, les apports caloriques devraient dépasser 30 kilocalories par kilo par jour. Ce qui se passe, parce qu'on parle beaucoup de protéines, mais ce qui se passe si on n'apporte pas assez de calories, mais les acides aminés apportés par les protéines vont entrer en fait dans le cycle de Krebs, où ils vont servir comme carburant pour remplacer le glucose. Donc, quand on parle de protéines, il ne faut jamais en fait oublier d'apporter des calories. Alors, les protéines, les apports protéiques, donc ça, c'est en fait une analyse poulet en fait des données de plusieurs études qui a exploré en fait la prévalence d'apports insuffisants de protéines dans la population 70 et plus. Et vous voyez que les recommandations sont au moins supérieures à 1 gramme par kilo par jour. Et vous voyez qu'il n'y a que la moitié, en fait, que la moitié de personnes âgées qui, en fait, arrivent à cette quantité de protéines. Et il y a 70% qui n'arrivent jamais à avoir 1,2. Voilà. Donc, en général, dans la population, les apports protéiques sont insuffisants. Au moins 1 sur 2 personnes âgées n'a pas des apports suffisants, au moins pour arriver à 1 gramme par kilo par jour. Alors, les conséquences, vous connaissez en fait, vous connaissez la spirale qui commence par carence d'apport, dénutrition, et puis il y a un déficit immunitaire qui s'installe chez les patients dénutris, des troubles psychiques, une infection qui se colle, escarre, chute, trauma, et vous voyez, en fait, ça mène jusqu'à des fins fatales. Alors, les critères de diagnostic chez la personne âgée, c'est les seuls qui n'ont pas été modifiés en 2019. On a vu l'enfant, adulte, et c'est en fait l'équipe de spécialistes qui travaillent en fait pour aussi renouveler actuellement pour donner des nouveaux critères de dénutrition. Donc là, il faut toujours en fait prendre en compte les critères de 2007. Alors, pour un peu dépister la dénutrition, on va se servir des outils faciles, en fait, comme l'échelle visuelle analogique des Angesta, on appelle maintenant CEFI, si vous voulez. Ça, c'est en anglais, mais peu importe. Qui va nous servir de définir entre 0 et 10. 0, je mange rien. 10, je mange comme je mange d'habitude. Est-ce que les apports alimentaires sont suffisants? Si la réponse à faire à 7 sur 10, à ce moment-là, il y a un risque de dénutrition. Pour les personnes âgées à domicile qui se verticalisent difficilement, on n'a pas la taille, on peut utiliser en fait la mesure talon-genou qui, avec une équation à côté, peut nous donner une taille approximative. Ce qui marche également bien pour évaluer la masse musculaire, c'est en fait le périmètre brachial. Et ça a été démontré dans des études, qui ne sont pas nombreuses, mais c'était bien démontré, que c'est un paramètre sensible par rapport à l'état nutritionnel. Donc, vous voyez, la sensibilité, c'est mieux que les plis cutanés ou en fait la circonférence du mollet. Donc, c'est quelque chose qui est facile à faire. À mi-distance entre l'épaule et le coude, voilà, on mesure la circonférence et en fonction des abacs, on peut dire si la personne est dénutrie ou pas. Alors, les objectifs d'intervention sont clairs, apport énergétique 30 à 40 kcal par kilo par jour et apport protéique, comme on a dit, entre 1 et 1,2.
grammes par kilo. Et dans les pathologies aiguës chez la personne âgée ou pendant la période de convalescence, il faut légèrement augmenter à 1,5 en fonction, bien sûr, en fait, des pathologies éventuelles, insuffisance rénale ou autre. On passe au sujet quand même très important, l'application DENUT. Alors, qu'est-ce que c'est DENUT? C'est une application qui permet en fait de dépister la dénutrition chez une personne âgée à domicile. Alors, d'où ça vient? L'idée est venue en fait de la SRAE au départ. Ils ont posé la question aux infirmières libérales en 2016. Alors, comment vous voyez la dénutrition? Est-ce que quand vous intervenez à domicile, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous êtes capable de faire ou pas? Et ils ont lancé une enquête en formulaire et les réponses, en fait, l'analyse des réponses a donné plusieurs points assez intéressants, que les infirmières déjà étaient intéressées par le sujet de la dénutrition, qu'ils avaient besoin en fait fort d'un outil, donc ils avaient besoin de quelque chose qui va les aider parce que dans la formation, on ne passe pas trop de temps sur la nutrition. Il y avait un manque de connaissances, comment je fais, par quels critères, etc. Ils ont aussi vu, en fait, ils ont observé la possibilité d'améliorer la collaboration entre différents professionnels autour de la personne à domicile. Et puis, ils se sont posé la question, OK, mais nous, si on fait en fait ce dépistage, il faudrait que ça soit reconnu en fait pour nous comme un geste. Alors, ça a donné un peu la naissance, cette idée, à l'application, qui est plus ou moins facile. Elle se base sur MNA, donc ça, c'est en fait un outil de dépistage de la nutrition chez personnes âgées, plus en fait une question sur échelle visuelle analogique des angestats. Et finalement, les réponses et un algorithme en fait inclus dans l'application nous permet de définir si l'état de nutrition du patient est normal, ou il a un risque de nutrition, ou il est dénutri, ou il est dénutri carrément sévère. Donc, cette application, une fois on avait en fait une application qui marchait, on l'a proposée à des infirmières référentes. Donc, il y avait en gros en 2018, c'était le développement de l'application. Les premières qui ont utilisé, c'était les infirmières référentes 53 dans les départements 53 et 72, qui ont utilisé pendant un certain temps, je me souviens, mais c'était plusieurs mois en fait l'appli, qui ont essayé de voir en fait un peu le problème technique, comment interagir avec le patient, etc. Et puis en fait, on a mis en place les utilisateurs phase test, donc on a déployé vers beaucoup plus d'infirmières cette application, et on a déployé en fait dans les 2 départements l'application jusqu'à septembre 2019, où il y avait une enquête faite sur comment vous travaillez, comment le patient finalement que vous prenez en charge était dénutri, quel degré de nutrition, etc. Donc l'évaluation de l'efficacité, hein, et aussi de la façon d'utiliser en fait l'appli. Et comme les retours étaient positifs, l'idée est venue en fait de dire, mais OK, on a une application, on est capable de dépister, mais qu'est-ce qu'on fait après? Enfin, en gros, on a déjà proposé ça au démarrage, on a dit, OK, on va dépister, mais s'il n'y a pas d'action derrière, ça ne sert à rien parce que ça va démotiver tout le monde. Et la chance est venue avec en fait la proposition du ministère de la Santé de créer en fait l'article 51 qui propose de créer des nouveaux parcours dans la prise en charge des patients. Et une évaluation de ces parcours a permis de choisir certains qui pourraient être établis pour être derrière remboursés en vie réelle. Sachant que, par exemple, en fait, visite des diététiciens à domicile chez une personne dénutrie n'est pas du tout remboursée, donc il faudrait que la personne paye pour. C'est pareil en fait, c'était pareil pour APA. Donc, ce qui était proposé, en fait, c'est tout un parcours à partir du dépistage jusqu'à la prise en charge. Donc, je vais vous expliquer un peu en quoi consiste en fait ce projet. Donc, il y a un repérage par l'infirmière libérale à domicile qui fait le test DENUT. Elle envoie, et donc l'évaluation initiale immédiate nous dit statut est normal, on réévalue si nécessaire, ou il est dénutri sévère. À ce moment-là, c'est plutôt la prise en charge en hôpital. S'il est dénutri, la personne, le médecin traitant, parce que le contrat est envoyé au médecin traitant, il confirme, OK, ben je confirme le diagnostic, parce que c'est le médecin qui pose le diagnostic de la dénutrition. Donc, si le patient est à risque ou dénutri,
il est lancé en fait en bilan médical, bilan diététique et bilan kiné ou activité physique adaptée en fait, qui sont suivis par une première réunion en pluridisciplinaire pour faire intervenir ou pour en fait confirmer la prise en charge sur 4 mois par une diététicienne, par un entraîneur à pas, et pour faire des évaluations en intervalle, éventuellement, autres personnes qui interviennent à domicile peuvent proposer aussi une consultation chez un dentiste ou voir avec le pharmacien. Donc, on essaye vraiment d'entourer la personne avec tous les acteurs de santé pendant les 4 mois pour avoir en fait un effet le plus important sur l'état nutritionnel des patients. Et c'est suivi, en fait, cette période est suivie par une évaluation d'efficacité de ce projet. Et en fonction de l'efficacité, on peut encore prolonger de 2 mois où le patient retourne, en fait, parce que l'intervention est efficace, il retourne, en fait, dans sa vie quotidienne. Donc, c'était un grand travail qui a pris beaucoup de temps, beaucoup de force à tous qui ont participé. On était nombreux, mais j'espère qu'on aura en fait, après 3 ans de tests, on aura un effet positif. On prouvera qu'on est capable de réduire le taux de complications, réduire le taux d'hospitalisation, de médicaments, etc. Voilà. Dernière diapo, le message clé. À retenir, Dénutrition touche 400 000 personnes âgées à domicile en France, à peu près un quart de million en EHPAD. Le sujet est mal connu dans la population générale et commence à être connu un peu mieux en fait par les professionnels de la santé. Le dépistage est finalement facile avec une application, il est fait en 5 minutes. Donc, c'est vraiment un outil qui est efficace, ça a été prouvé. Et la prise en charge est multidisciplinaire. Donc, on a vu tous les intervenants qui peuvent en fait donner son bout de travail pour améliorer l'état nutritionnel, mais aussi en fait l'autonomie du patient. Et si tout va bien, dans 3 ans, on saurait si cette prise en charge serait remboursée comme une nouvelle voie de la prise en charge de patients dénutris ou de la personne dénutrie qui vit à domicile. Merci pour votre attention. Merci, Adam. C'est le moment des questions pour poser des questions à Adam sur la prise en charge, sur Dénut, sur le parcours qui vient de vous être présenté. C'est le moment pour lui poser les questions. Donc là, il y a plutôt une remarque qu'une question. Juste déçu que l'appli ne soit pas encore déployée sur tout le territoire, mais victoire pour l'article 51. Donc, c'est plutôt un encouragement. Merci. Merci. Et je profite de rebondir. Pour la semaine de la dénutrition, on a aussi proposé à tous les professionnels de la région de pouvoir s'emparer de l'application pour une journée de repérage pour le 19 novembre. Voilà, pour que chaque professionnel puisse utiliser l'application. Donc, on a ouvert des comptes à plusieurs professionnels sur la région. Ça va vous permettre de mieux la connaître. Donc, c'est vraiment une action juste pour la journée du… Enfin, on a ouvert spécifiquement pour cette journée-là. Donc, voilà, ça pourra vous permettre de la tester, en tout cas. Alors, il y a une question. L'appli… Alors, comment se passe la formation des infirmiers libéraux et des médecins traitants ? Alors, je me permets de répondre, donc sous contrôle d'Aurélie. Les infirmières, elles ne reçoivent pas juste l'appli et on ne les lance pas. C'est en fait l'appli, il y a aussi un kit qui va avec. Donc, il y a un kit qui aussi pourra donner aux patients, aux proches de patients, sur des basiques, en fait, comment je bouge dans le quotidien, comment je peux manger mieux dans le quotidien. Et les infirmières, en fait, elles sont formées. Il y a d'abord un temps de formation pour utiliser, pour ne pas vraiment juste lancer un truc qu'il n'y aura pas de contexte. Donc, il y a une formation dédiée. Concernant médecin traitant,
C'était une bataille. Je ne sais pas si ça avançait. On avait très, très mal à les faire venir, mais c'était conditionnel parce que le diagnostic ne peut pas être posé par une appli, par une infirmière. Malheureusement, c'est un diagnostic. Malheureusement, bon, c'est un diagnostic posé par un médecin. Donc, les médecins traitants sont clés, en fait. Mais là, on a fait tout pour faciliter. Par exemple, il reçoit un compte rendu. L'appli, il génère en fait un compte rendu qui est envoyé par messagerie sécurisée au médecin traitant. Et dans l'appli, c'est marqué, en fait, d'après les recommandations d'experts HAS, SFNCM, nous proposons une prise en charge. Donc, voilà. Après, former les médecins traitants qui n'ont pas de temps, ça ne sera pas facile. Ça serait bien, mais ça ne sera pas facile. Oui, et juste pour compléter, il y a aussi une formation pluriprofessionnelle qui est déployée en partenariat avec l'IFSO, l'Institut de formation de santé de l'Ouest, pour les professionnels du domicile. Donc, on essaye aussi, en plus des infirmiers libéraux et des médecins traitants, de vraiment toucher un maximum de professionnels du domicile, comme les aides à domicile ou autres professionnels, pour qu'ils soient sensibles aux critères en fait, de la dénutrition et aux signes d'alerte et qu'ils puissent alerter les professionnels sur la dénutrition. On a une autre question. L'appli pourrait-elle être proposée en résidence pour personnes âgées? Aurélie, vous avez… ouais. Oui, alors déjà, oui, c'est dans la suite. Là, c'est pour l'instant proposé sur le domicile. Donc, pour la journée du 19 novembre, on l'a ouvert à tous les professionnels et notamment des professionnels d'EHPAD. Donc, il y a une quarantaine de professionnels qui vont utiliser l'application, donc 14 EHPAD. On est en train de réfléchir, voilà, comment adapter l'application parce que pour être honnête, les EHPAD, c'est assez divers. Il y en a qui sont équipés en outils numériques, d'autres moins. Il y en a qui ont des professionnels de la nutrition, d'autres pas. Donc, on essaye de réfléchir pour comment adapter les outils de repérage. Donc, à la fois l'application, mais aussi d'autres outils de repérage. On est en train de travailler, mais oui, ça va être en effet proposé. Ce sera proposé en effet pour les EHPAD. Alors, on a Alice Le Carré qui nous pose une question assez longue. En tant que diététicienne, comment expliquer avec pédagogie aux médecins traitants et donc aux patients qui fait confiance à son médecin qu'il n'est pas conseillé d'entamer une démarche de perte de poids après 80 ans malgré un surpoids installé, voire une obésité? Alors, le régime chez personnes âgées, je sais pas, c'est compliqué en fait. C'est la question en fait. Bon, moi, à ma surprise, je vois des personnes à 80 ans qui sont bien portants. Ils sont pas très nombreux. Chez quelqu'un qui a une insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, le faire maigrir quand on sait que l'obésité en fait peut protéger en fait, diminuer la mortalité. Donc ça c'est faux. Après, il y a des personnes qui n'ont pas trop de comorbidité. C'est plutôt rare, mais il y en a et je dirais de plus en plus. Donc là, il faut se poser la question, mais c'est vraiment cas par cas et ils ne sont pas très nombreux parce que, comme on a dit, il y a quand même une majorité qui ont une comorbidité plus ou moins évoluée. Et là, de se lancer dans la dénutrition, moi je vais dire, OK, il faut opérer le genou. Donc, il faut maigrir 10 kilos. Je donne un exemple bête, mais est-ce que là, chez quelqu'un qui a déjà deux comorbidités chroniques un peu évoluées, est-ce que c'est le moment de dire, OK, vous allez maigrir? Parce que derrière, de le faire remarcher quand il a perdu de muscle avant l'intervention, voilà, c'est compliqué. Donc, je veux dire, les 80 ans sont rares, qui sont super bien, où on pourrait dire, OK, bon, on essaie. Il faut vraiment réfléchir bien. Et il faut les accompagner. Est-ce que la personne âgée, 80 ans, peut être accompagnée, peut payer en fait un accompagnement vraiment très adapté? Bon. Pour compléter ce qu'a dit Adam, je vais proposer une diapositive qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui ne parle pas forcément uniquement de la, que je vais vous la décrire. Ça concerne la mortalité cardiovasculaire, donc pas spécifiquement la dénutrition, mais bien avoir en tête que la partie orange-rose, je ne sais pas comment ça apparaît sur vos écrans, concerne les 80% les plus actifs d'une population, et puis en bleu, les plus inactifs, le dernier quintile, ce qu'on appelle. Et donc, vous voyez que finalement, une personne qui est en situation d'obésité, qu'on va ramener à un surpoids ou un poids normal en termes uniquement de poids,
va réduire un petit peu sa mortalité cardiovasculaire, donc au niveau de cette population. Et vous voyez, les effets sont beaucoup plus efficaces si cette personne-là reste certes obèse, mais devient active. Donc c'est finalement ce focus qui est fait sur la perte de poids par certains médecins et qui est véhiculé, et peut-être pas forcément le bon, et qui plus est, comme l'a dit Adam, à un certain âge où après, quand on a perdu du muscle, c'est très difficile de maintenir son autonomie. Mais voilà, avoir en tête que c'est d'être plus actif qui va être efficace sur la mortalité cardiovasculaire notamment, là, sur ce schéma-là, on le voit très bien, plutôt que de perdre du poids. Donc ça peut amener des schémas comme ça, on pourra vous le transmettre si vous voulez suite à la réunion, ça peut amener les médecins à réfléchir autrement. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions pour Adam Jirka? Juste en attendant, s'il y a pour tout le d'autres monde. questions, je voulais compléter. Je Pour vois tout le monde, Alice. Ah, pardon. Oui, des questions évidemment pour tout le monde. Les 3 intervenants sont toujours présents. Alice, pour la question de l'iPhone, pour avoir l'application, normalement, Apple a fait le nécessaire cet après-midi. On n'a pas eu encore de retour, mais ça ne devrait tarder. On espère qu'elle sera disponible demain matin. Donc, ça devrait arriver d'ici peu. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas, mais là, Apple aura fait le nécessaire normalement pour le 19 novembre. Voilà, juste c'était un petit aparté. Oui, les PowerPoint seront distribués, et puis je vais rajouter moi la diapositive que je viens de vous montrer dans mon topo, comme ça vous l'aurez. Ok. OK pour moi, il n'y a pas de problème. Alors, il y a une autre question. Vous espérez une prise en charge diététique dans 3 ans? Oui, remboursé par la Sécu. Ça sera chic en fait. Finalement, vous évaluez le patient chez lui, dans son contexte de vie quotidien, et puis d'une façon pour l'instant assez free, vous faites réévaluation sur place, téléphonique pendant les 4 mois. Voilà. Donc après, je vais dire, les dettes de financement, c'est un peu compliqué, mais il y a un budget et vous rentrez dedans pour vous, dédié sur les 4 mois, et vous rentrez dedans, sachant probablement qu'il y a quand même, il faut codifier qu'il y a au moins 2 visites sur place et puis le suivi téléphonique. Donc, mais imaginez que vous avez en fait personne âgée que vous aidez en fait à son domicile et c'est payé par la Sécu. C'est pas mal, c'est un grand progrès. Ok, donc c'est d'accord pour cette réponse. Alors, peut-être qu'on arrive au terme de nos questions. Comme vous disiez, effectivement, ça peut être aussi des questions à Agnès ou à Pierre avec leurs précédentes interventions. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on conclue cette conférence en remerciant d'abord les intervenants, bien sûr, mais également tous les participants à cette soirée. Restez mobilisés pendant la semaine de la dénutrition et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.